Bonjour à toutes et à tous, c'est Kevin pour les Ludovores pour un nouveau menu crowdfunding numéro 189, si je ne m'abuse. Bon, on a l'habitude de dire que le mois d'août, c'est un petit peu Waterloo, morne pleine, c'est un petit peu vide comme une bibliothèque de pages blanches. Ça veut rien dire, mais c'est poétique. Voilà. Mais bon, une fois n'est pas coutume, c'est pas le cas cette semaine. Cette semaine, il y a du matos. On va se faire plaisir. Alors, il n'y a pas forcément de gros projets hyper attendus. Ça, c'est pour bientôt, en revanche. Mais il y a quand même une semaine assez intéressante. Et oui, en début d'intervention, j'ai dit on a l'habitude de dire que... en réalité, non, j'ai l'habitude de dire, hein, vous le savez. Mais quand je dis... On dit souvent que ça me permet de me dédouaner, vous voyez, en cas d'erreur. Parce que là, du coup, on est en août et pourtant, il y a des projets intéressants. Je me suis trompé, mais hop, petite ritournelle, comme ça, je passe à travers les gouttes, voyez-vous, en disant cela. C'est un petit peu une technique quasi schopenhauerienne, l'auteur allemand de l'art d'avoir toujours raison, hein, cette œuvre que ma mère n'a certainement jamais lue et qu'elle maîtrisait pourtant, elle maîtrise encore d'ailleurs, jusqu'au bout des ongles. Mais bon, ça n'a absolument aucun rapport. Du coup, comme je vous le disais cette semaine, on a quand même une semaine assez intéressante, on a pas mal de projets plutôt cool, même s'il n'y aura pas de dessert, ça semble un peu paradoxal, hein, vous le savez pour ceux qui suivent la chaîne régulièrement, si ce n'est pas le cas, le menu crowdfunding c'est habituellement entrée, plat, dessert par ordre croissant d'intérêt objectivo-subjectif pour les projets que je vais mentionner. Cette semaine, il n'y aura donc pas de dessert, mais je me répète encore une fois, pas mal de projets assez intéressants, notamment dans les plats principaux de la semaine. Du coup, sans plus tarder et sans... Enfin, justement, en arrêtant de dire des conneries, même que c'est pas forcément possible, je le fais quand même plus vite que mon ombre. Je dégaine des conneries à un rythme infernal. Voilà. Bref, on s'en fout. Et on se lance tout de suite pour le menu crowdfunding numéro 189. On commence tout de suite avec Astro Out, le nouveau projet de Suiworks qui nous vient du Japon et plus précisément de Fukuoka. Ça rappelle peut-être quelque chose à quelqu'un puisque Fukuoka c'est aussi la maison mère de Uchiba Koya. C'est un petit peu le, comment dirais-je, l'éditeur indies japonais le plus... comment dire, le plus ambitieux, le plus populaire de ces dernières années, j'ai envie de dire, pour ce qui est des jeux un petit peu experts, hein, qui ont un petit peu de viande à revendre. Et il se trouve que Suiworks, donc qui bosse dans la même région, c'est un transfuge de Uchiba Koya. Il bossait avant, un Satoshi que l'on voit ici, bossait auparavant chez Uchiba Koya. Et du coup, c'est pour ça qu'on va voir des meeples avec du screen print dans tous les sens, un matériel assez soigné qui va un petit peu dans le sens inverse des productions japonaises habituelles, même si on voit de plus en plus de jeux japonais assez bien produits aussi. Auparavant, Suiworks nous avait proposé Au Chemin et Desolito. Et donc cette fois-ci, il nous revient avec Astro Out, un petit jeu qui pour l'instant est financé avec 116 contributeurs, 12 jours avant la fin d'une relativement courte campagne. C'est pour 1 à 4 joueurs, pour 60 à 120 minutes la partie, c'est pour du 14 ans et plus, et c'est un jeu dans lequel on va partir dans l'espace intersidéral sur une planète qui s'appelle comment, Virtus, je crois que c'était ça, ouais, Virtus, c'est ça, et on a 4 races qui sont représentées ici par des sortes de petits animaux anthropomorphiques, on va dire, 4 races qui vont chercher à extraire, à utiliser des ressources. On va incarner un CEO, donc un PDG d'une entreprise de développement spatial, on va dire, et on va construire des industries, on va essayer de surpasser la concurrence avec tout un tas de petites actions de gestion de ressources, de placement d'ouvriers, si mes souvenirs sont bons également. La DA est pas vilaine, le matos est plutôt cool en revanche, hein, on va le voir ici, le matos est plutôt cool, voilà, un petit plateau double épaisseur, c'est plutôt sympatoche. Encore une fois, la DA ne vend pas spécialement du rêve, c'est pas vilain, les cartes qui sont ici de personnages sont, elles, plutôt mignonnes, mais sans forcément aller jusqu'à me vendre du rêve. Tout ça ne me met pas la tulipe à 45 degrés, mais quand même, ça a son charme, et c'est vrai que clairement au niveau des meeples, des tokens, il y a un vrai petit air de Uchiba Koya qui n'est pas déplaisant pour autant. Voilà, donc pour les pledges, on revient un peu plus haut, voilà, ici. On a un pledge de base à 48,50$, bon c'est une conversion un petit peu pointilleuse, 1,53, parce qu'en fait ça vient du yen japonais simplement, donc ça va faire une 50, non pas une cinquantaine, une 45ine, ça veut rien dire, quarantaine, allez on va dire 42-43 € je pense, à l'heure actuelle, 42 €, voilà c'est ici, 42 €
pour le pledge de base. Ensuite, vous avez le pledge Star avec une extension, non, 3 extensions. 3 extensions, donc New Company, Investment, Sustainable, qui pour l'instant ne sont pas illustrées visiblement. Si vous prenez le jeu plus les 3 extensions, c'est 9200 yens, soit 54 €. Et sinon, vous avez le Complete Pledge, le Galaxy, à 93 $, soit 81 €, et qui vient par-dessus les 3 extensions ajouter aussi des sleeves, donc des protège-cartes, des miniatures également, ainsi que des jetons de victoire en bois au lieu du carton, et des pièces de métal pour les crédits, plutôt que le carton à nouveau. Voilà, et pour ce qui est des frais de port, j'en profite aussi pour dire que vous pouvez aussi backer Au Chemin et Desolito, leurs 2 précédents jeux, en add-on si vous le souhaitez durant la campagne. Et donc je disais frais de port, mais en fait on est dans les entrées. Dans les entrées je ne mentionne jamais les frais de port, donc on va aller tout de suite à la fin de cette présentation. Donc pour ce petit jeu japonais qui est disponible actuellement sur Kickstarter, mais également sur Tabletop Simulator pour ceux qui voudraient se faire la main, découvrir un petit peu le jeu, voir si c'est quelque chose qui pourrait éventuellement les tenter, vous pouvez d'ores et déjà l'essayer. Voilà pour Astro Out, 116 contributeurs, 10 000 € d'engagés. On enchaîne avec le nouveau projet de Charming Games. Charming Games, il avait déjà proposé quelques petits jeux assez mignons, assez malins par le passé, comme Park Life, ou encore un jeu qui n'est pas passé par Kickstarter, mais qui s'appelait Otter, donc les Otaries, et qui était très mignon et très malin, que j'ai pu tester du coup à Tokyo il y a ça 3-4 mois, qui était plutôt sympatoche pour le coup. Et du coup maintenant il nous propose Capybara Crush, un petit jeu pour 1 à 4 joueurs, qui est un jeu comment dirais-je, de construction de tableau, mais c'est un bien grand mot, c'est très simple, hein, c'est un jeu très familial, un jeu de puzzle en réalité, où on va choper des petites cartes, comme vous le voyez ici. En fait, des animaux sont en train de se noyer dans une rivière en crue, et donc on va les sauver en les mettant sur les têtes de notre capybara de la rivière. Et en fait, simplement, quand vous allez prendre une nouvelle carte de la rivière, eh bien vous allez l'ajouter à un capybara déjà présent sur votre frise, on va dire. Et en fonction des animaux déjà présents sur la tête du capybara, vous allez faire des assemblages. Par exemple, là, les oranges sont présents sur les 5 cartes qu'on va pouvoir scorer ainsi. Pareil pour ce petit animal, ou encore celui-ci, voilà, qui va scorer 4 fois par exemple. Ensuite, quand il y a des capybaras à nouveau vacants, on peut mettre de nouvelles cartes dessus, etc. Donc une sorte de petit puzzle mental à chaque tour, qui est assez mignon, assez malin. Et c'est en ça que ça me rappelle aussi donc Otter, que l'on voit ici, sur la miniature de la vidéo que l'on voit là, Otter, que j'ai pu tester, qui était très cool aussi pour le coup, dans ce registre très familial, très accessible, mais un petit peu casse-tête, un petit peu malin, c'était plutôt cool. Capybara Crush, vous pouvez le prendre en deluxe à 25 $, vous pouvez aussi prendre le bundle, en fait c'est le jeu de base, en deluxifié, plus une peluche, dans laquelle vous pouvez ranger la boîte du jeu, dans son fion. Oui, c'est important de le préciser. Il y a un gif un peu plus bas qui le précisera, mais quand même, notez que c'est pensé avec sagesse et avec goût, surtout. Et sinon, vous pouvez aussi prendre le jeu en PNP, donc en Print and Play, à 2 $, donc vous imprimerez tout par vous-même et vous n'aurez pas besoin d'attendre 6, 7, 9 mois pour être livré. Alors voici le petit plushie bag, hein, la petite peluche que vous pouvez aussi utiliser comme sac de transport. Alors comme sac de transport de pas grand chose, puisque vous allez voir en fait ça permet juste de loger le jeu lui-même. Où est-ce qu'il était ce petit gif absolument délicieux qui nous montrait comment ronger Capybara Crush dans le fion de sa peluche? C'était peut-être même pas un gif, c'était peut-être dans la vidéo d'introduction de la campagne. Je ne sais plus, écoutez, ça n'a pas une grande importance, vous en conviendrez. Quoi qu'il en soit, je vous ai dit les prix, je vous ai dit un peu à quoi ça ressemblait. C'est donc Capybara Crush, j'arrive pas à parler, Capybara Crush, 270 contributeurs, 8500 € d'engrangés, 15 jours avant la fin de la campagne. Si parfois je suis un petit peu mauvaise langue à l'égard des jeux de guerre, des wargames, des warto comme on les appelle parfois aussi, c'est essentiellement, et je l'ai dit à plusieurs reprises en commentaire, notamment en réponse à des gens qui sont un peu plus amateurs de ce genre-là, principalement par grande méconnaissance en fait du sujet. Et aussi parce que visuellement, je trouve ça personnellement pas très joli. Mais il y a quelques exceptions, et je dirais même qu'il y en a de plus en plus, des wargames qui semblent essayer de titiller un petit peu les joueurs de jeux plus conventionnels, on va dire. Et c'est un petit peu dans cette catégorie que pourrait rentrer The Other Side of the Hill. Il s'agit d'une réimpression d'un projet de Muskoka,
je ne sais pas d'où ça vient, d'ailleurs on peut les checker par curiosité, allons voir tout de suite. Espagne, ok, Masqueoka. The Other Side of the Hill a plutôt un beau matos et a plutôt une DA assez agréable. Ceci étant dit, et certains d'entre vous l'auront peut-être déjà déduit par la couverture de la boîte, c'est que c'est un jeu qui va vous placer dans une thématique assez particulière qui va peut-être rebuter pas mal de monde. Parce que en fait, The Other Side of the Hill vous propose d'incarner des généraux teutons lors de la Seconde Guerre mondiale. Donc bon, on a l'habitude de jeux dans lesquels on va taper sur des nazis, bien évidemment. On va se faire une joie de leur botter le fiac. Mais non, là on va incarner des généraux nazis. Ceci étant dit, le jeu n'a pas pour but, bien évidemment, de défendre la cause nazie, bien évidemment, l'idéologie nazie, mais de mettre en avant à quel point c'était pas exactement comme on l'imaginait et à quel point, comment dirais-je, un système perverti par un leader complètement pété du casque, pour le coup, une thématique, eh bien, les choses peuvent partir à volo assez rapidement, alors que théoriquement on a tout ce qu'il faut pour pouvoir l'emporter, parce que c'était, semble-t-il, d'après ce qu'ils disent ici, le cas de l'Allemagne nazie, sans Hitler, je ne sais pas, mais en tout cas avec un leader différent qui était peut-être un petit peu moins taré, peut-être qu'ils s'en seraient mieux sortis vu ce qu'ils avaient à disposition. Bon. Il y a le français qui est disponible également dans cette campagne, donc sachez-le, ça c'est plutôt un bon point à noter pour tout ce que ça pourrait intéresser. On est sur un jeu pour 1 joueur jusqu'à 4 joueurs également, et par contre attention pour la durée de partie, ça va osciller de 180 minutes, donc déjà 3 heures pour le scénario le plus court, jusqu'à 1080 minutes. Oui, c'est long. Ça dépend du scénario que vous allez choisir, mais il y a tout un tas de scénarios, une dizaine environ, et qui peuvent donc être très 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 longs potentiellement. Donc sachez-le, c'est pas forcément un jeu qui va sortir très 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 souvent. Alors, quoi qu'il en soit, on parlait un petit peu de la thématique, maintenant on va passer un petit peu au reste. Vous avez tout le contexte historique, etc. Tout ça est très intéressant, d'ailleurs la campagne est plutôt bien foutue pour ce qui est de rentrer dans le sujet, et je pense qu'ils ont pris beaucoup de précautions, notamment pour un jeu qui a une thématique particulière, en essayant de ne pas repousser trop les gens, en expliquant un petit peu le but notamment, qui est plutôt de dénoncer plutôt que de défendre par exemple. Aussi, notez que parmi les main features, donc les choses mises en avant durant la campagne, on est sur un jeu qui a principalement un aspect compétitif, mais qui peut également être joué en coopératif. Tous les joueurs l'emportent ou perdent ensemble. Il y a un aspect solo, vous pouvez également y jouer en solo. Apparemment, ça va être un jeu qui s'y prête bien à mon avis. Vous avez aussi potentiellement un aspect plus semi-coopératif si vous le désirez, dans le sens où l'Allemagne va perdre avant la date réelle, donc la date historique de 1945, et si c'est le cas, eh bien tout le monde perd. Et si vous ne jouez pas en semi-coopératif, alors c'est un seul des joueurs autour de la table qui va réussir à tirer son épingle du jeu et qui l'emportera. Il y aura aussi un mode campagne où vous pouvez donc enchaîner les scénarios successifs. Donc il y en aura 8 et pas 10 comme je disais tout à l'heure, qui vont donc de 3 à 18 heures de temps de jeu. Voilà, donc là, comment dire, on vous déballe ici les différents scénarios qui sont disponibles, différents scénarios, j'arrive pas à parler, hein, les différents scénarios qui sont disponibles, Decline of the Third Reich, Total War, etc., etc., avec donc le nombre de tours et le nombre d'heures que ça pourrait potentiellement vous prendre. Pour ce qui est du pledge, il n'y en a qu'un seul d'ailleurs, je remonte un tout petit peu, voilà c'est ici, Blitzprint, 80 €, et c'est pour une livraison en décembre 2025, donc très très rapidement. Donc le titre est, je sais pas si c'est humoristique mais c'est bien trouvé, donc Blitz, la guerre éclair, hein, Blitzprint, Blitzkrieg, parce que du coup on est sur une livraison très très rapide, dans 4 mois à peine, parce qu'en fait il ne s'agit pas d'une création nouvelle en tout cas, puisque c'est un jeu qui est sorti en 2024 et en fait c'est une seconde édition, on pourrait dire une réimpression en tout cas de The Other Side of the Hill. Pour ce qui est du shipping, shipping, pour le Canada 25 à 30 €, pour l'Union Européenne 20 à 25 €, et puis pour nous qui sommes au Japon, juste par curiosité, sommes-nous quelque part? Je ne suis même pas sûr en vrai. Rest of the following countries. Non, on n'est pas dedans. Hein. Et ben nous, on n'aura pas le droit au jeu. Voilà, au Japon, c'est pas possible. Mais bon, c'est pas grave, c'est pas un jeu qui me tentait à l'origine, mais je vois bien que Xavier s'y intéressait pas. Je pense pas qu'il le prendrait, mais quand même. 192 backers, 16 000 € d'engrangés pour The Other Side of the Hill.
On enchaîne sur un petit projet polonais en print and play qui plus est, il s'agit de Ahoy Tavernier. Et oui que déjà ici est effacé Ahoy Pirates ou Privateer, c'était peut-être Pirates à l'origine je pense. Bref, c'était un jeu qui vous place dans les pas d'un ancien pirate en reconversion professionnelle on va dire. C'est jouable en solo comme jusqu'à 4 joueurs, le français est disponible parce que c'est un PNP, c'est souvent le plus facile de proposer différentes langues quand on est en PNP à 4€ qui plus est, et pour l'instant ça a attiré 47 contributeurs, on est sur un petit jeu de roll and write en print and play pour 60 à 90 minutes, il s'agit d'un jeu compétitif, et on aura donc un aspect de bac à sable. Que va-t-on faire avec notre ancien pirate, faire chasseur de primes, pardon, repartir en mer pour chercher des trésors perdus, ce genre de choses là, bref, thématique assez vue et revue, mais toujours aussi sympa, une DA que bon, c'est pas très enthousiasmant, mais c'est plutôt dans le ton on va dire. Et c'est un print and play, donc ça coûte quasiment rien. Donc, bon, si c'est quelque chose qui peut potentiellement vous intéresser, penchez-vous sur le cas de Ahoy Tavernier. 47 contributeurs, 17 jours avant la fin de la campagne. Y a-t-il des amateurs de MMA parmi les abonnés de la chaîne? Je me le demande. À quel point il y a une porosité entre le jeu de plateau et le MMA? J'ai l'impression que les sports de combat, c'est pas forcément un truc hyper populaire dans notre communauté, mais c'est juste un stéréotype on va dire. Et donc on verra bien, en tout cas pour l'instant Caged In, la campagne de Caged In semble me donner un tout petit peu raison puisqu'on est qu'à 33 contributeurs, mais ça veut rien dire en réalité, c'est juste que c'est un tout petit éditeur, hein, Foamhammer Games, mais quand même 8e projet pour ce petit éditeur américain. Au préalable il nous avait proposé Book It, un jeu déjà sur le catch, Book It encore et Book It toujours. Donc ils avaient proposé en gros un seul jeu avec des extensions, avec des réimpressions. Et cette fois-ci ce n'est plus du catch mais du MMA, et pour l'instant ça démarre difficilement avec seulement 33 contributeurs, 2000 € d'enrangés sur 8500 nécessaires, et on est sur un petit jeu assez simple pour 2 joueurs bien sûr, pour des parties de quoi, j'ai plus les chiffres, mais c'était un truc genre 15, 20, 30 minutes, j'ai oublié, ou alors c'était peut-être plus écrit. C'était dans la vidéo, je ne sais plus exactement, mais un jeu relativement court. On va prendre un, comment dirais-je, un type de lutteur qui va plutôt être centré sur le judo, sur les prises au sol, sur un truc un peu plus versatile, un peu all-rounder comme on pourrait dire en anglais, plutôt compétent en tous les secteurs. Et il va avoir donc les différentes parties de son corps représentées qui peuvent être blessées, il va aussi subir la fatigue au cours du combat, et bien sûr on va enchaîner tout un tas d'attaques, de prises, de corps à corps, de uppercuts en tout genre, pour espérer nous défaire de notre opposant. Voilà, c'est relativement simple, ça coûte 50 $, ce qui est quand même un poil cher pour ce que ça propose, puisque c'est essentiellement des cartes, 4 petites miniatures assez simples et un plateau qui est pas spécialement extraordinairement beau non plus. Le tout pour 50 $, ça me semble un petit peu cher. On avait un pledge un peu plus cher encore, le pledge Champion, qui vient ajouter une petite extension avec des attributs spécifiques et des dés également. Voilà donc pour ce qui est de Caged In, 29 jours avant la fin de la campagne. Pour l'instant, ça va être une lutte difficile que d'aller chercher le financement. On passe maintenant aux plats principaux de la semaine, et je vous l'ai dit, ils sont assez nombreux, en réalité ils sont plus nombreux que les desserts cette semaine, il y en a un paquet, et on commence par Mycelia North American Expansion. Mycelia, on en avait parlé lors de la première campagne du jeu, c'était d'ailleurs un primo-éditeur à la base, hein, c'est Splitstone Games, qui fait partie d'ailleurs du catalogue de MOB Vanguard, l'agence de licence pour laquelle je travaille, et donc Mycelia, c'était en octobre 2023, ça fait donc presque 2 ans, que le jeu était arrivé sur Kickstarter, et il avait fait un gros succès, hein, 10 500 contributeurs pour un primo-éditeur sur un jeu qui traite des champignons. En même temps, il traitait des champignons, mais avec une très belle DA et avec un très beau matos également, donc c'est vrai que c'était quand même plutôt vendeur mine de rien. J'en ai pas entendu beaucoup parler par la suite, pour être tout à fait honnête. Moi-même, je l'ai jamais testé, donc je ne saurais pas à vous dire ce qu'il en est en termes de qualité de jeu, etc. Mais ce que je peux vous dire, c'est qu'il revient sur Kickstarter avec une extension spécialisée, centrée sur les champignons de l'Amérique du Nord, avec donc cette extension North American Expansion.
2073 contributeurs pour l'instant, 60 000 € d'enragés, c'est donc largement financé, 19 jours avant la fin de la campagne, c'est pour 2 à 5 joueurs, pour 40 à 120 minutes la partie, et c'est toujours pour du 10 ans et plus, donc un jeu relativement accessible. On va dire que c'est un jeu initié, pas familial quand même, mais initié, qui pourrait sembler assez abstrait en termes de mécanisme pur, mais qui place quand même son, comment dirais-je, la DA et le matos, et quelques mécanismes aussi, notamment au niveau des sports, font que la thématique est quand même un poil présente dans le jeu, mais c'est un jeu que j'aurais pu imaginer aussi en jeu abstrait, hein, c'est vrai. Et donc, vous l'avez vu tout à l'heure, avec le 2 à 5, ce n'est plus un jeu jusqu'à 4 joueurs comme à la base, mais jusqu'à 5 joueurs désormais, parce que ça vient ajouter une nouvelle couleur, donc le violet que vous voyez ici, et ça vient aussi ajouter 35 nouvelles cartes, donc des champignons issus d'Amérique du Nord, ainsi que quelques nouveaux mécanismes qui sont inspirés eux-mêmes par la relation symbiotique entre les arbres et les fongiques dans la nature. Donc quelques nouveaux petits mécanismes qui viennent ajouter un tout petit peu de complexité bien évidemment, de rejouabilité également, mais aussi d'interaction entre les joueurs. Notamment, parmi ces nouveaux mécanismes, les petites feuilles qui n'étaient pas présentes dans le jeu d'origine, ou encore des bonus de symbiose par exemple, ou encore les Grandfather Trees, donc des arbres grands-pères en français si on traduit très littéralement, qui vous donneront 5 points lorsque vous réussirez à les poser sur le plateau, mais également qui redirigeront les spores dans différentes tuiles adjacentes, et ça pourra être utilisé pour vous ou contre vous également. Donc il y a quelques petits ajouts qui ont l'air d'être relativement intéressants en termes de gameplay, et je dis bien qui ont l'air, parce qu'encore une fois, j'ai jamais pu jouer à Mycelia jusqu'à maintenant, même si un jour j'aimerais bien, il a l'air d'être relativement sympa, en plus d'être très joli. Alors pour les pledge levels, on a le pledge de base qui est ici, donc c'est 17 livres, autrement dit 19 €, mais ça c'est si vous avez déjà le jeu de base de Mycelia, puisque ça comporte uniquement la petite extension North American Expansion. Sinon, si c'est pas le cas, si vous n'avez pas encore le jeu de base et que vous voulez les deux, vous le pouvez avec ce pledge ici, le Standard Edition à 57 livres, soit 65 €, jeu de base plus extension. Et sinon, à 71 livres, donc 81 €, on a la même chose, mais pour la version deluxifiée. Avec comment dirais-je, la couverture de boîte, avec les sacs, avec des art prints également, donc une micro-extension australienne également, quelques petits ajouts comme par-ci par-là, on va dire. Vraiment, j'arrive pas à parler aujourd'hui, faut que j'aille faire une sieste avec mon fils qui est en train de pioncer, je crois. Hein. Bref, quoi qu'il en soit, après 4-5 jours où la crèche est en vacances elle aussi, et où je suis tout seul avec mon fils, je dois l'occuper, et en plus elle était un petit peu malade, je suis un peu sur les rotules. Bref, on s'en fout. Continuons. En add-on, vous pouvez aussi ajouter quelques petits trucs par-ci par-là, mais bon, c'est un petit peu moins intéressant selon moi. Et sachez que pour ce qui est de la timeline, vous devriez théoriquement être livré en mai 2026. Pour ce qui est du shipping, le Canada s'en sortira comme d'habitude assez mal, hein, c'est toujours très cher pour nos amis canadiens malheureusement, 14 livres ou 31 livres si vous prenez la totale, c'est quand même un petit peu cher en termes de frais de port. Pour nous en Europe, ça dépend du pays où l'on est visiblement, je pense que la France est dans la zone 1, en tout cas j'imagine. Zone 1, alors on a la Belgique, et on a également la France, ou encore le Luxembourg pour ce qui est de la francophonie, et donc 13 à 16 livres de frais de port. Pour nos amis suisses, ce serait 14 à 17 livres, et puis pour nous au Japon, on est dans la zone APAC, donc 22 à 45 livres de frais de port. Ça pique aussi assez méchamment, mais nous on n'a pas la TVA. Heureusement, c'est un jeu qui m'intéresse que modérément, et du coup, bon, je vais pas aller jusqu'à backer Mycelia, mais c'est vrai qu'un de ces jours, si j'ai l'occasion, je serais très intéressé de tenter l'expérience. 2000 backers, 19 jours avant la fin de la campagne pour Mycelia et l'extension North American Expansion. On enchaîne avec Jackpot Set the Real, nouveau projet de Dranda Games, dont c'est le 9e projet sur Kickstarter. Dranda Games qui est un éditeur assez sympa, qui fait pas des gros projets avec des énormes succès, mais qui fait toujours des jeux assez bien foutus, visuellement qui donnent envie, et qui trouvent parfois leur public quand même de manière assez satisfaisante. On avait vu des jeux comme Solar Storm, Solar Sphere, Isle of Trains, qui avait là des trucs très mignons, très sympas, que j'aimerais beaucoup tester. Je me souviens que Nix en avait dit pas mal de bien d'ailleurs, même notre commentateur vedette, Anto, en avait parlé aussi à plusieurs reprises, 4600 contributeurs à l'époque quand même. Pioneer of Rails avait moins fait parler de lui, Navoria aussi était un très beau succès, avec près de 5000 contributeurs, et je crois qu'il a une VF désormais également.
On avait aussi Mutagen qui avait fait un résultat mi-figue mi-raisin pour un jeu qui pourtant semblait proposer des choses assez intéressantes avec des workers qui avaient une évolution au cours de la partie, des spécialisations, etc. Et en plus qui était illustré par Miko, qui est un illustrateur qu'on n'aime pas beaucoup chez nous, chez Ludovore, mais qui est très populaire, et pourtant seulement 1000 contributeurs. Ça m'avait un petit peu surpris à l'époque. Lost Lumina, bon, je m'en souviens un petit peu moins bien, d'autant que c'était une réédition, je crois, d'un truc de 2022, j'ai oublié. Bref. Jackpot Set the Real, bon, je pense qu'il n'y a pas beaucoup de suspense quand je vous dis que c'est un jeu avec une thématique de casino. Je pense que là, tout le monde était à peu près au niveau. À part si vous écoutez la vidéo sans jamais la regarder, auquel cas vous vous épargnez de me voir ma tronche, et c'est déjà un plus. Normalement, vous l'aviez le thème. Hein. Jackpot Set the Real, et donc, on est sur un jeu de bandit manchot, ça, la machine à sous, à 23 $, donc un jeu très très accessible en termes financiers, je veux dire, c'est quand même pas très onéreux. Et c'est un jeu de gestion de main, tout simplement. Vous allez avoir une main de cartes et vous allez tout simplement faire des enchaînements de 3 cartes. Vous allez poser 3 cartes devant vous et en fonction de ce que vous avez sorti, vous allez gagner plus ou moins de pièces, plus ou moins de bonus, plus ou moins de petits tokens qui vous permettront ensuite d'influer sur des prochains tours de jeu, on va dire. Et à la fin de votre tour de jeu, la dernière carte qui vous reste en main, vous la passez à votre droite ou à votre gauche, je ne sais plus. Vous reprenez vos cartes et bref, c'est un jeu de gestion de main avec quelques petits bonus qui viennent changer un petit peu la tournure de la partie. C'est pour 1 à 4 joueurs, pour 10 ans et plus, pour des parties relativement courtes, hein, 40 minutes environ. Et ils appellent ça du slot building. Bon, c'est une sorte de nouveau terme pour cacher un mécanisme relativement classique à mi-chemin entre le deck building et la gestion de main qui vont de toute façon très très souvent de pair. C'est pas un jeu qui me vend du rêve parce qu'en plus thématiquement ça me parle pas, la DA quand même très tape à l'œil m'attire pas non plus pour le coup. Il y a une petite machine à sous portable en forme de porte-clés offerte. Si ça peut vous intéresser, c'est mignon, mais bon, ça n'arrange pas forcément grand chose au jeu en lui-même. C'est pas un jeu qui m'intéresse pour le coup. C'est vrai que Dranda Games a fait pas mal de projets assez intéressants. Là, pour le coup, personnellement, Jackpot Set the Real m'intéresse absolument pas. 23 $ pour le pledge de base, 34 si vous achetez une petite extension qui s'appelle pas. Elle n'a pas de nom particulier apparemment. C'est juste qu'elle vient acheter 3 mini-jeux en plus. Un jeu avec une sorte de petit bateau sur les mers où vous allez naviguer pour choper encore plus de bonus. Un jeu avec une sorte de tombe façon Tomb Raider que vous allez explorer pour choper encore plus de bonus, sur les choses là. 34 $ donc si vous prenez la totale. 45 $ si vous prenez en deluxe avec des pièces de métal. Sinon, 66 $ pardon, si vous ajoutez par-dessus aussi les sleeves ainsi qu'un tapis de néoprène. Voilà pour ce qui est des différents niveaux de pledge, et on arrive à un truc que j'ai pas compris. Alors, ils mettent ici qu'ils produisent des jeux récompensés par différents types de prix à travers le monde. Pas de problème pour ce qui est de Navoria, Out of Trains, ou Solar Storm par exemple. Par contre, Galactic Cruise, c'était pas eux. Donc ça, j'ai pas compris. Ou alors, Dranda Games et l'éditeur de Galactic Cruise, en fait c'est la même compagnie, c'est juste une branche différente parce que c'était un jeu trop expert, je ne sais pas, mais c'est pas la même compagnie à la base. Bon, un peu étrange de ce point de vue-là. Quoi qu'il en soit, on continue avec rapidement les frais de port, c'est ici que ça se passe. Voilà, par contre, les 5 zones pour l'Union Européenne, c'est un peu une galère, mais la France en tout cas est dans la zone 1, et la Belgique dans la zone 3, donc allez vous dépatouiller avec ça, et ensuite le prix, les frais de port, dépendront du pledge que vous allez choisir bien évidemment. VFI c'est nous, mais Japon on a une zone particulière, ok, 18 à 24 pour le Japon, ok, et pour le Canada 18 à 24 également. Voilà, c'est tout ce que je peux vous dire concernant Jackpot Set the Real, 413 contributeurs, 15 900 € d'engrangés, 20 jours avant la fin de la campagne. On enchaîne avec un projet, ma foi, diablement intéressant, The Voynich Puzzle, nouveau projet de Salt and Pepper, un éditeur espagnol qui produit toujours des jeux assez intéressants, je trouve, d'ailleurs régulièrement pas très cher, c'est souvent assez peu onéreux, avec des thématiques souvent très originales qu'on voit rarement ailleurs, parfois jamais d'ailleurs. Pas toujours bien sûr, mais ça avait commencé surtout par Resist, qui s'était fait connaître par ce jeu-là, ou encore Witchcraft, qui était une version un tout petit peu différente, avec une thématique différente, mais quand même très similaire à Resist, The Hunt, que j'aimerais bien essayer, un de ces jours d'ailleurs,
Conservas, Operation Barkley, Onoda, Abemus Papam, dont on a dit des choses pas très très bonnes récemment sur la chaîne, très prochainement d'ailleurs mercredi, non, c'est ce soir, donc au moment où vous verrez cette vidéo, la vidéo sera déjà en ligne, la vidéo de mon pourboire et déboire de juin-juillet, vidéo dans laquelle je passe en revue les jeux qui sont entrés et qui sont sortis de ma ludothèque récemment. Abemus Papam, il a fait les deux en l'espace de un mois. Parce qu'il m'a déçu, mais c'est parce que on n'a pas le groupe de joueurs pour ce type de jeu-là. C'est pas parce que le jeu est fondamentalement mauvais. Mais en tout cas, thématiquement parlant, c'était super original d'incarner des cardinaux dans un conclave pour élire un nouveau pape. C'était super intéressant. Récemment, The Battle of the Divas, qui est une thématique qui n'est pas forcément très vendeuse, et pourtant ils ont essayé aussi. Bientôt, il y aura aussi The Glasgow Train Robbery, qui a l'air d'être super cool. Esthétiquement parlant, il a l'air d'être très très beau. Et cette fois-ci, ils reviennent avec The Voynich Puzzle. Et là, encore une fois, thématiquement, c'est basé sur le célèbre, comment dirais-je, c'est pas almanach, mais bref, le célèbre livre de Voynich, qui est une sorte de puzzle, d'énigme encore aujourd'hui. Et donc, il nous propose un jeu assez original thématiquement, qui parle un petit peu de, comment dirais-je, de botanique, d'astrologie, sur les choses-là. Dans un langage assez cryptique, c'est pour ça que encore aujourd'hui c'est un manuscrit un petit peu énigmatique. Et pourquoi est-ce que ce jeu est super intéressant? Au-delà de cet aspect thématique très original, de cet aspect visuel qui est également très original, et c'est super intéressant parce que c'est aussi le nouveau jeu, alors c'est écrit où pour le coup, de Dani Garcia, si mes souvenirs sont bons, il faudra que je retrouve l'information, mais bref, c'est quand même un auteur maintenant assez renommé qui depuis 4-5 ans fait beaucoup parler de lui. Est-ce que je peux vous retrouver l'info rapidement? Il apparaît quelque part, mais je ne sais plus où, voilà c'est ici. Dani Garcia, c'est bien ça, qui est donc l'auteur entre autres de Barcelona, de Windmill Valley, de Arborea, qui était chez Pixie, ou encore de Daitoshi, je crois que ce sera aussi chez Pixie si mes souvenirs sont bons. Donc un auteur qui commence à vraiment faire parler de lui depuis 4-5 ans, et là pour le coup, Voynich Puzzle, c'est un jeu qui m'intéresse pas mal. Alors je sais pas si j'irai jusqu'à le backer, parce que esthétiquement, même s'il y a un parti pris vraiment original, je sais pas si le parti pris en question me plaît beaucoup, m'attire beaucoup visuellement. C'est très très beige. Je suis pas sûr du tout. Mais si j'ai l'occasion de le tester, il n'est pas impossible qu'il soit vraiment cool celui-là. Honnêtement, je sais pas. Bref, on est sur un jeu pour 1 à 4 joueurs, 90 minutes la partie, 14 ans et plus. On a un plateau principal ici, vous voyez qu'il y a différentes zones. Tout à l'heure, je vous parlais de astrologie, de botanique. C'est 2 des 6 parties de ce plateau. Donc on voit ici, on voit ici astronomie. Et ici botanique. On verra les autres thématiques plus tard. Je crois qu'il y a là les bains. Je sais pas pourquoi il y a les bains d'ailleurs, mais bon, ça doit être dans le manuscrit de Voynich, j'imagine. On verra les autres catégories plus tard. Donc les différentes catégories sur lesquelles on va pouvoir orienter notre gameplay au cours du jeu, en fait, simplement. Ensuite, il y a 44 de Voynich, donc les fameux manuscrits, qui sont basés sur un mécanisme un petit peu similaire à Palm Island. C'est les cartes qui vont débuter à un certain niveau, vous les retournez à la verticale, ça fait un niveau supplémentaire, vous les retournez à l'horizontale, ça fait un autre niveau, etc., etc. Donc les cartes vont évoluer au cours de la partie. Ensuite, tout un tas de tokens dans tous les sens, bien évidemment. Et donc ici, on vous propose, on voit les images qui évoluent au fur et à mesure de la partie, vous voyez ici. C'est assez intéressant. Ce principe-là, pour le coup, je trouve ça vraiment, vraiment cool. C'est pour ça aussi, c'est un des trucs qui font que le jeu est, semble-t-il, vraiment super intéressant pour le coup. Bref, quoi qu'il en soit, tout à l'heure, je parlais des différentes zones du plateau. On aura donc la botanique, l'astrologie, les bains, les écritures et les recettes. Voilà. Et donc, au cours de chaque tour, on va faire progresser une carte, nécessairement. Donc on va retourner une des cartes, ou parfois plusieurs pages du manuscrit, ce qui va révéler des icônes différentes, bien sûr. Vous le voyez ici, en bas et en haut, on n'a pas les mêmes icônes, ou même nombre d'icônes, on a des effets différents, et tout ça va impacter la partie et son déroulement, bien évidemment. Ensuite, on va accomplir des actions sur les différentes zones du plateau que j'ai déterminées plus tôt, les 5 zones et demi en réalité, parce qu'il y en a une 6e en plein milieu.
et c'est la fameuse 6e zone, c'est celle sur laquelle on va partager nos connaissances avec tout le monde en fait autour de la table, puisqu'on va connecter une sorte de puzzle au centre du plateau avec différentes pièces de différentes couleurs en fonction de la spécialité abordée. Là, les pièces jaunes, ce seront des pièces d'astrologie, là ce sera de la botanique par exemple. On va connecter un petit peu le tout pour résoudre le puzzle du manuscrit de Voynich. Et le jeu se terminera quand le Overall Knowledge, le OK, marqueur aura atteint l'espace 52. C'est assez étrange, assez original. C'est souvent des chiffres ronds, 50, 70, 100. Là, c'est 52. Il doit y avoir une signification particulière que je n'ai pas. Et à partir de là, on déterminera donc le vainqueur, bien évidemment. Alors, pour ce qui est des pledges, eh ben, c'est pas très compliqué, parce qu'en réalité, on a un pledge, c'est celui qui est ici, le Voynich Puzzle, à 40 €, donc vraiment pas très onéreux, hein. Le prix en boutique sera théoriquement de 60 €, donc c'est quand même plutôt pas mal en termes de réduction, c'est je crois 33% environ. Sinon, petit pledge groupé, gros pledge groupé, et ma foi, c'est tout. Il n'y a pas 56 niveaux de pledge, et ça c'est quelque chose que j'apprécie pas mal chez Salt and Pepper pour le coup, c'est qu'ils proposent généralement des campagnes avec un seul niveau de pledge, puis des pledges groupés, sans forcément beaucoup de deluxification, sans méthode particulière pour aller titiller votre FOMO. Et ça, c'est plutôt agréable. Voilà, pour le shipping ensuite, la France 12 à 20 €, si vous prenez une seule boîte c'est 12, si vous en prenez 3 ce sera 20. Pour le Canada 20 à 30, pour le reste de l'Europe, donc par exemple nos amis suisses, ce serait 20 à 25, et puis pour nous au Japon ce serait 20 à 40 € de frais de port pour The Voynich Puzzle. Et plus j'en parle, plus je regarde la campagne, plus je me dis que quand même il a l'air d'être super intéressant. Je sais pas si j'irai le baquer honnêtement, mais la thématique, les différentes parties du plateau sur lesquelles on va pouvoir s'orienter ou pas, j'imagine. J'imagine qu'on peut se focaliser sur une ou deux parties du tableau en délaissant un petit peu les autres, peut-être, je ne sais pas si c'est forcément quelque chose d'applicable, d'intéressant, de justifiable en termes de mécanisme, mais ouais, il a l'air d'être super intéressant. Le tout qui s'ajoute aussi à le fait que ce soit Danny Garcia, donc un auteur de plus en plus coté ces dernières années, et que je n'ai encore jamais testé jusqu'à présent, font que quand même, il a quand même pas mal de choses pour lui, ce petit Voynich Puzzle. 991 contributeurs pour l'instant, on va franchir la barre des 1000 d'ici à ce que la vidéo soit publiée bien sûr, 20 jours avant la fin de la campagne et près de 46 000 € d'engrangés. Si vous êtes membre de la communauté des ludistes francophones sur Facebook, récemment, vous avez certainement vu passer quelques messages de Sébastien. Sébastien qui n'est autre que le créateur et je crois aussi l'illustrateur de Kraken. Et donc sur la communauté des ludistes, il présentait bien justement son premier jeu à l'aune de la campagne. Et d'ailleurs, ça y est, elle a commencé. Kraken s'est lancé sur Kickstarter, 324 contributeurs, c'est financé avec près de 21 000 €. Et 23 jours avant la fin de la campagne, on est déjà très très loin de l'objectif de financement, dans le sens positif, hein, dans le sens où on l'a dépassé depuis longtemps, le seuil de financement. C'est pour 20 à 30 minutes, donc c'est un jeu très court, très facile à sortir, pour 2 à 8 joueurs et pour 8 ans et plus, donc autrement dit un jeu très accessible, très familial on va dire. Et en plus de ça, la page a le bon goût d'être très bien présentée et d'être en français comme en anglais également. Et j'aime bien aussi ce petit projet parce que ma foi Kraken, il a ce petit goût du jeu, du premier jeu, un petit peu amateur, fait de son côté, sans beaucoup de moyens. Le charme du petit jeu amateur mais bien foutu, qui visuellement présente plutôt très très bien. Et ça c'est plutôt agréable, ça donne envie de soutenir. Ça change un petit peu des, entre guillemets, entre gros guillemets, gros éditeurs, qui sont généralement pas si gros que ça, mais qui, parfois on se le dit, n'ont pas forcément besoin de passer par Kickstarter ou GameFound pour financer leur projet, et qui le font quand même. Là pour le coup, Kraken c'est du vrai financement participatif comme on les aime, un petit projet porté par un seul homme quasiment, un Sébastien Monnier ici, avec en plus une VF, et un très joli jeu, hein. Visuellement c'est quand même très très mignon, c'est très très joli, et c'est très très simple, donc ça donne vraiment envie de soutenir le projet. Voilà un petit aperçu de ce à quoi ça peut ressembler sur la carte, enfin la table plutôt. On va voir son petit plateau individuel avec son petit personnage, toute une catégorie, enfin 4 catégories de cartes différentes. En gros, c'est un jeu de pêche, on va pêcher différents types de poissons, ou en tout cas on va essayer de le faire, parce que parfois nos adversaires vont essayer de nous mettre des bâtons dans les roues, et même sans ça, une tentative de pêche de poissons n'est pas forcément un succès garanti non plus.
Alors, mise en place très simple, vous voyez, petit plateau, la banque de pièces que l'on va avoir ici. Bien sûr, il y aura de la déluxification en pièces de métal, etc. Si vous le souhaitez, c'est possible, bien évidemment. Votre carte de personnage. Est-ce qu'il y aura un petit peu d'asymétrie? Je pense que oui, mais j'ai pas encore checké ça pour le coup. Vous aurez aussi un objectif secret et des cartes d'action de base, mais également des cartes d'action que vous pourrez aller choper via une pioche particulière, une sorte de deck building si l'on veut aussi. Et puis des dés lorsqu'il viendra l'heure de tenter d'attraper des poissons, puisque vous allez tirer 2 cartes d'action, vous allez jouer jusqu'à 3 actions lors de votre tour, découvrir un poisson que vous allez donc affronter dans votre tour et tenter de l'attraper via un jet de dés. Mais les jets de dés seront potentiellement influencés par différentes cartes d'action, justement, hein, c'est le cœur du jeu. Soyez stratégique via l'utilisation de vos cartes d'action. Vous pourrez aussi améliorer votre équipement directement sur votre plateau personnel pour renforcer ou simplifier en tout cas la capacité de votre pêcheur à aller choper des poiscailles. Vous pourrez saboter vos adversaires avec des cartes d'action pour les pourrir un petit peu, donc il y aura un petit peu de take that. On pourra aussi donc capturer des poissons rares et légendaires pour gagner encore plus de points, mais également la capacité de gagner la partie en remplissant votre objectif caché donc, ou encore en capturant le mythique Kraken qui sera bien sûr bien plus compliqué à choper que les autres poissons. Pour ce qui est des niveaux de pledge, on a un pledge de base, ici la Pocket Edition à 21$, autrement dit 18€, très très abordable, pour une version en plus très facilement transportable. Sinon, à 31€ ou 49$ canadiens, on a la version classique. On a une version deluxifiée à 126€, là on a un bond assez important en termes de coût, en termes de prix. On passe de 31€ à 126€, quand même presque 100€ de plus, et on ne sait pas exactement ce qu'il y aura dans cette édition de luxe. Ça c'est peut-être un petit peu le point faible de la campagne, ne pas présenter directement la différence entre une édition de base et une édition deluxifiée, un petit peu dommage. Ensuite, on a ici la Classic Pro Pack à 48€ ou 75$ canadiens, qui viennent ajouter 2 petites extensions, l'édition, l'Abyss Expansion, extension Abyss, et l'extension Rum and Gunpowder. Ok. Ensuite, on a Kraken Pro Pack avec les deux jeux, c'est le même jeu, mais l'édition Pocket et l'édition de base, plus les 2 petites extensions. Ensuite, on a le Legendary Pack, qui est à 100€ ou 159$ canadiens, qui vient ajouter aussi des pièces de métal et un playmat au centre de la table, pour les 2 emplacements, donc les actions et les poissons. Et puis, finalement des petits pledges groupés, mais en gros le all-in c'est celui-ci, le Legendary Pack. Ensuite on prend un petit peu le matos qu'il y a dans le jeu, bien évidemment, avec les différents types de cartes. L'édition Deluxe, Forged for Legends, we won't spoil the surprise just yet, but trust. Ok, on ne sait pas encore ce qu'il y a dedans. On ne sait pas encore ce qu'il y a dedans, ça je trouve ça un petit peu dommage de ne pas l'avoir présenté d'entrée de jeu, mais bon, que voulez-vous. On verra si dans quelques jours, il nous en parle un petit peu avec plus de détails pour voir un petit peu ce qui différencie les 2 éditions. Les petites extensions, Rum and Gunpowder, qui vient ajouter encore plus de chaos. Ensuite, Lost Creatures, qui vient ajouter des créatures légendaires. Ensuite, une petite pièce de métal pour le premier joueur. Et puis, les pièces de métal elles-mêmes, que vous pourrez ajouter aussi si vous le souhaitez en add-on, 12 pièces ou 45, ça bien sûr ça va changer un petit peu le prix, tout comme le playmat central que vous pouvez ou non ajouter. Après si vous voulez la totale, autant prendre le Legendary Pack, ça va plus vite. Le jeu devrait théoriquement être livré pour février-mars 2026, donc on est sur un projet qui devrait théoriquement être livré assez vite, ce qui est plutôt agréable aussi. Pour les frais de port pour le Canada, ça va être 20$ canadiens. Ensuite, pour l'Union Européenne, ça va être du coup 16€. Et puis pour l'Asie, ce serait 25€ de frais de port pour le Japon par exemple. 25€ de frais de port, sachant que moi, si je le prenais, ce serait essentiellement pour soutenir, parce qu'en vrai, c'est pas un type de jeu que je sortirais beaucoup à mon avis. Si je le prenais, c'est 31€ pour la Classic Version. 31€ et quasiment le même truc pour les frais de port, ben, j'avoue que ça donne peut-être un petit peu moins envie. J'aime bien soutenir, mais bon, si c'est pour payer autant en frais de port que le jeu lui-même, je suis un petit peu moins convaincu, mais ça c'est parce que j'habite au Japon, que voulez-vous.
Voilà donc pour ce qui est de Kraken, The Pirate and Fishing Sabotage Board Game, 324 contributeurs sur ce petit projet québécois, 23 jours avant la fin de la campagne. Autre jeu qui visuellement envoie du pâté, c'est Restless Spirits. Alors attention, il envoie un peu du pâté, certes, mais il plaira pas forcément à tout le monde en termes visuels, parce que y a un mélange de styles qui peut parfois même faire penser à l'IA, mais c'en est pas apparemment. C'est juste que c'est un artiste 3D qui l'a fait. D'ailleurs comme Kraken, je crois qu'à la base le mec est Sébastien, et je crois qu'il est aussi artiste 3D. Mais bon, Restless Spirits, cette fois-ci c'est un jeu qui vient d'Angleterre et de Leeds. C'est le premier jeu de Sneaky Rascal Games. Et ben, il faut bien dire, il faut bien rendre à César ce qui est à César. Pour un primo-éditeur, Sneaky Rascal Games fait un beau succès. On est quand même à 1271 contributeurs pour un primo-éditeur à 3-4 jours, en 3-4 jours après le début de la campagne. C'est plutôt du très très bon. 77 000 € d'engrangés, 25 jours avant la fin de la campagne. On est encore une fois sur un jeu relativement familial, facile à sortir. 30 à 60 minutes la partie, 1 à 4 joueurs, 13 ans et plus. Bon, c'est peut-être pour éviter les tests supplémentaires et payants pour mettre 8 ans et plus ou 10 ans et plus. Mais je pense que c'est pas si compliqué que ça en réalité. Mais bon, peut-être, on va dire initié, on va dire un jeu initié, pas familial, histoire d'éviter de prendre des risques. Mais je pense que c'est pas un jeu si complexe que ça. Par contre, malheureusement, il y a pour l'instant pas de version francophone à se mettre sous la dent. Restless Spirits, c'est un jeu dans lequel, eh bien, comme son nom l'indique, on va avoir affaire à des esprits qui n'ont pas encore trouvé le chemin de l'au-delà, qui errent un petit peu dans le monde des humains, et que l'on va devoir parfois affronter, parfois aider à passer dans le monde suivant, on va dire. D'ailleurs, vous avez quelques petits exemples ici d'esprits que l'on va pouvoir parfois incarner, parfois affronter, je ne sais plus exactement lesquels sont lesquels. Bref, ici on va Karokel ou encore Alouak, et donc chacune de ces cartes, bien sûr, aura un type d'esprit différent, aura des effets différents, des prérequis différents aussi, pour être, par exemple, apaisé, vaincu, etc. Restless Spirits, c'est un jeu de cartes tactiques pour 1 à 4 joueurs, je l'ai dit tout à l'heure, dans lequel vous allez jouer un guide spirituel, on va dire, pas dans le sens, comment dirais-je, sectaire de la chose, c'est juste véritablement un guide spirit, un guide pour les esprits, qui va aider donc les esprits perdus, donc qui errent un petit peu entre l'au-delà et le monde des vivants, pour trouver le chemin jusqu'à leur nouveau chez eux, on va dire. Et dans cette aventure que vous propose Restless Spirits, eh bien vous allez rencontrer tout un tas d'esprits de différents genres. On aura les Light Spirits et les Dark Spirits, donc les esprits plutôt inoffensifs, voire même positifs, et des esprits plus sombres, parfois dangereux. On va ensuite chercher et collecter certains sets de totems plus ou moins mystérieux. On va gagner des enchantements ou des malédictions par exemple en récompense pour avoir aidé les différents esprits, et on va pouvoir utiliser tout un tas de compétences particulières des esprits en question, pile poil au bon moment, bien timé pour essayer de faire des combos dans tous les sens. D'abord, ce qui saute aux yeux de prime abord, c'est quand même l'ADA, je l'ai dit tout à l'heure, mais encore une fois je me répète, l'ADA est très très belle. Parfois ça peut vraiment faire penser à de l'IA, mais apparemment ça n'en est pas, je me répète, mais c'est toujours une donnée assez importante de nos jours de préciser si c'est de l'IA ou pas. Apparemment là, non, ça n'en est pas, et ça a plutôt de la gueule, vraiment, c'est plutôt très joli. Ensuite, Tactical Gameplay, Big Combos, Competitive Player Interaction. Donc on a un jeu qui se veut très tactique en termes de gameplay, avec du combo-tastique, comme on aime le dire en anglais. Combo-tastique, donc énormément de combos à imaginer au cours de la partie, ce qui fait qu'on a aussi une grande rejouabilité, parce qu'il y aura des combos auxquels on n'aura pas pensé, et qui se révéleront à nous, par exemple, à la 10e partie, ce genre de choses-là. Et une interaction qui se veut très présente également dans le jeu, un jeu que l'on veut tactique, enfin, pardon, pas tactique, oui, mais compétitif, ce qui veut dire que les interactions vont potentiellement aussi avoir un petit peu de prends-en à ta tronche, et si vous aimez pas forcément ce genre de choses là, c'est peut-être pas un jeu pour vous, donc tenez-vous pour dit. Un jeu qui se veut également extrêmement facile d'accès, donc très accessible, ce qui me fait aussi dire tout à l'heure, un peu plus tôt dans la vidéo, que bon, 13 ans et plus, ça me semble être
surtout pour éviter les différents petits tests, pour pouvoir dire que c'est du 10 ans et plus peut-être. À mon avis, c'est plutôt dans ce registre-là que l'on se place. On a aussi un story mode immersif, donc un mode histoire, on va dire, un mode narratif, où l'on pourra enchaîner les différents scénarios. Il y en aura 12 apparemment, 12 short foretells about the spirits in the game. Ouais. Donc ça peut être assez intéressant. Je sais pas si c'est jouable également en compétitif ou si c'est plus pour du solo. Là pour le coup je ne sais pas. Mais je pense que c'est jouable à tous les décomptes de joueurs, et c'est assez intéressant au-delà de l'aspect purement narratif et lore de l'univers de Restless Spirits. Au-delà de ça, c'est que, vous le voyez ici, chaque petit scénario va ajouter des petits twists aux règles, et donc ça vient complexifier ou renouveler en tout cas l'expérience de Restless Spirits à chaque petit scénario que vous allez tester, et ça c'est plutôt super intéressant. Je ne vais pas trop entrer dans le how to play que l'on voit ici, je vous laisse découvrir un petit peu par vous-même, mais bon, vous avez votre plateau individuel avec votre guide spirituel, on va dire, qui aura certainement ses propres petites compétences que l'on voit ici, je pense, avec un type d'esprit qui lui correspond le mieux également, et donc on va attirer des esprits sur notre plateau, on va essayer de trouver des totems qui matchent avec ceux des esprits que l'on a déjà attirés, sur des choses là, on va utiliser les compétences des différents esprits, etc., etc., etc. Bref, ça a l'air d'être assez sympa. J'avoue que c'est peut-être le jeu qui me tente le plus cette semaine, avec The Voynich Puzzle aussi. Donc il y a quand même 2 jeux assez cool cette semaine. Et en vrai, Restless Spirits, il a en plus de ça le bon goût d'être très joli, même si je pense que ça parlerait pas forcément à tout le monde, visuellement parlant. Mais moi je trouve que c'est plutôt très joli. Le solo mode, on passe. Les Pledge Devils. Pour Restless Spirits, on a l'édition standard à 42 €. Ensuite, Deluxe Edition qui vient ajouter un petit sac pour contenir tous les composants, enfin pas tous les composants, mais tous les jetons, on va dire. Un petit torii, donc les fameuses portes rouges du shintoïsme. Je sais pas très bien à quoi ça va servir d'ailleurs. Une petite extension Leechling Invasion, ainsi que un tapis. C'est pas du néoprène pour le coup, c'est du. Comment ça s'appelle? Microfiber, donc microfibre on va dire, un playmat en microfibre pour remplacer un plateau, tiens je ne sais plus, est-ce qu'il y avait un plateau central? Non, j'ai pas l'impression, c'est peut-être un ajout d'un truc qui n'était pas présent dans le jeu de base, je ne sais pas exactement, je pense que c'est ça, pour le market des différents esprits, j'ai pas souvenir, là on voit pas de tapis en dessous d'eux, donc je pense que c'est un ajout de deluxification on va dire. Donc le tout pour 65 € si vous prenez l'édition Deluxe. Et ça par contre c'est déjà sold out, il n'y en avait que 5, on s'en fout, on passe. Et du coup je vais pouvoir maintenant en arriver au shipping, voilà c'est ici. Pour la France c'est 8 livres, donc c'est vraiment très très abordable. Pour le Canada 14. Et puis pour nous qui sommes... Attends, d'abord nos amis suisses, les amis belges également. Belgique c'est zone 2. Comme le Luxembourg par exemple, donc zone 2 c'est 14 livres, ok, un peu plus cher que pour les Français. Et puis donc pour nous, on est où nous là-dedans? On est dans Rest of the World, j'en ai peur, je pense. Hein. Ok, ouais, a priori c'est Rest of the World pour nous au Japon, et ce serait 25 livres. Ouais, c'est un petit peu cher, mais bon. Ça reste à peu près classique, et encore une fois nous on paye pas la TVA, donc bon, ouais, on va dire que ça passe. Et c'est donc pour une livraison pour mai 2026, donc une livraison encore une fois relativement rapide, en tout cas si tout se passe bien. Voilà donc pour ce qui est de Restless Spirits, 1271 contributeurs, 25 jours avant la fin de la campagne, un beau petit projet. Faudrait que j'explore un tout petit peu plus en détail les règles du jeu pour savoir si vraiment c'est un jeu qui pourrait m'intéresser ou pas, mais j'aime bien l'ADA, j'aime bien l'aspect, comment dirais-je, mode histoire avec des petits twists de règles à chaque scénario. Je sais pas, ça me parle bien. Vous me direz ce que vous en pensez en commentaire pour pouvoir éventuellement me dissuader d'aller backer Restless Spirits. On enchaîne avec l'un des gros projets de la semaine. Il s'agit de Risk of Rain, The Board Game. Alors vous le savez, souvent quand en sous-titre on vous écrit The Board Game, c'est que c'est une adaptation. Et une adaptation bien souvent de jeux vidéo. Et c'est le cas ici pour Risk of Rain, qui est à l'origine un jeu vidéo de Gearbox, édité par 2K, donc un éditeur assez connu du milieu du jeu vidéo.
Et du coup, pour ce qui est de ce sujet, comment dirais-je, intarissable, que l'on couvre assez régulièrement, eh ben, je vous propose d'aller voir la chaîne de Nyx, qui en parle souvent, on en parle tous les deux assez souvent, même avec Xavier parfois, dans son podcast autour du jeu, et d'ailleurs on va en parler très très prochainement. Le prochain podcast aura un sujet encore là-dessus, dans lequel on mentionnera d'ailleurs Risk of Rain. Et donc Risk of Rain, c'est un jeu vidéo à la base de roguelike, donc un jeu dans lequel vous allez mourir, mais cette mort va vous apprendre de nouvelles choses, va vous fournir de nouveaux items, de nouvelles compétences qui vous permettra de mieux aborder votre prochain run dans le jeu. Et du coup, on va adapter ce jeu vidéo en format de plateau, en format numérique, j'allais dire, ça n'aurait aucun sens de dire en format numérique, c'est déjà numérique à la base, en format de plateau. C'est le second projet de Nerdvana Games, qui avait déjà proposé Everbloom auparavant, c'était l'année dernière, en juin 2024, et c'était un jeu qui avait fait un petit succès, quand même 1407 contributeurs, pour un primo éditeur c'était pas mal, et c'est vrai qu'il m'avait fait un petit peu de l'œil, un petit peu seulement. J'avais jamais pensé backer, mais il avait l'air quand même plutôt cool sur le papier. Et donc, Risk of Rain, donc adaptation du jeu vidéo, c'est peut-être aussi pour ça qu'il a déjà 2000 contributeurs et déjà 360 000 € d'engrangés 25 jours avant la fin de la campagne. On va certainement aller chercher aux alentours de 5000 backers d'ici la fin de la campagne, à mon avis. Et donc, il s'agit d'un jeu coopératif de survie et de fuite, on va dire. On va tâcher de survivre sur la planète de Petrichor 4, c'est ça, de Petrichor 5, excusez-moi. C'est pour 1 à 4 joueurs en coopératif, disais-je, pour 14 ans et plus, et pour des parties relativement courtes, environ 60 minutes, parfois un peu plus apparemment, mais environ 1 heure la partie, ce qui en fait un jeu théoriquement plutôt facile à sortir, mais je dis théoriquement parce qu'en réalité, il est quand même assez gros en termes de contenu physique pur, hein, j'ai envie de dire, c'est un jeu assez lourd, il y a beaucoup de matos, il y a du kilo plastique, il y a des miniatures, donc forcément, en termes d'installation, ça va prendre un petit peu plus de temps qu'un jeu un peu classique, on va dire, et puis, visuellement, je trouve que pour un jeu qui propose pas mal de miniatures, etc., l'aspect visuel, une fois le jeu installé, est pas si fou que ça. Les différentes zones du plateau qui sont représentées par des grosses tuiles de zones, on va dire, avec des tuiles entre les zones, ouais. Alors c'est peut-être parce que c'est random, du coup c'est peut-être différent à chaque partie, ce qui expliquerait qu'il n'y ait pas de plateau fixe, et du coup rejouabilité accrue, etc. Donc ça c'est plutôt cool, mais c'est vrai que visuellement je trouve que ça vend pas du rêve. Même la DA, personnellement, hein, la boîte, la couverture de la boîte m'évoque rien de particulier. Je trouve ça assez quelconque et du coup ça m'attire pas des masses, alors que le jeu vidéo a plutôt très bonne réputation. Mais bon, donc là vous voyez aussi qu'il y a la boîte de base, il y a des miniatures pour les boss et il y a de l'extension, donc vous doutez bien que qui dit licence de jeux vidéo avec des extensions, etc., ben, vous avez compris, ça va coûter très très cher si on veut le all-in. Alors, justement, passons directement au pledge. On a le pledge de base qui est à 125 $. C'est déjà assez cher, 125 $ en soi. Mais c'est le pledge de base, hein, seulement le jeu de base. Ensuite, vous avez le Core Deluxe qui vient ajouter le Giant Gop. Alors moi je connais pas l'univers de Risk of Rain, donc ça me dit rien bien évidemment. Les mini pour les boss, parce que oui, on aura aussi un gros boss final à chaque fin de partie, en tout cas si on arrive à survivre jusque là. Et puis on aura aussi des drones et puis des pièces de métal, le tout pour 185 $. Et sinon on a un pledge Eclipse, c'est un peu le all-in on va dire, qui ajoute des extensions, donc Survivors of the Void et Seekers of the Storm, pardon, au singulier. Le tout pour 235 $. Là on arrive petit à petit sur un prix équivalent au PIB du Tadjikistan, donc ça commence à douiller un petit peu. Alors, là un gros What is this game, un gros paragraphe pour vous présenter un petit peu le jeu avec une forte rejouabilité, le sentiment de progression, d'évoluer au cours d'une partie et de partie en partie également. Un jeu dans lequel on va vraiment devoir coopérer, peut-être pas beaucoup de notions de alpha player potentiellement, on va devoir s'adapter en permanence pour repousser les limites et espérer ressortir vivant de notre partie. Le gameplay très rapidement, on va à chaque tour avoir un row, donc une ligne de cartes que l'on va poser face cachée. Ensuite, on les retourne pour comparer la vitesse, comment dirais-je, la vitesse de, comment dirais-je, tiens, j'arrive pas à retrouver les mots.
d'application de la carte en question. Donc on va remettre le tout dans l'ordre en fonction de la vitesse des différentes cartes. Et puis à partir de là, l'action se lance, donc on va pouvoir se déplacer sur les différentes zones, on va faire de l'exploration qui va souvent aboutir à la découverte de nouveaux matériels ou parfois de monstres à défourailler tout simplement, hein. On va essayer de tuer un maximum de monstres tout en restant en vie nous-mêmes. Les fameux items que l'on va pouvoir trouver, généralement c'est des choses qui vont nous permettre de nous renforcer, de devenir plus efficaces, de mieux affronter l'adversité, de plus facilement survivre également. On va pouvoir trouver un téléporteur également, avec à la fin de chaque partie un gros boss final à essayer de défaire. Voilà, le truc c'est que sur ces seuls petits how to play que l'on voit là, c'est pas évident pour ceux qui connaissent pas la licence d'origine de voir l'aspect roguelike. Est-ce qu'on va mourir au cours de nos parties et recommencer à zéro mais plus fort ou pas? C'est pas vraiment mis en avant pour le coup dans ce petit how to play, et ça c'est un petit peu dommage, mais j'imagine que oui, mais à vérifier. Dans la boîte de base, on aura donc 11 survivants que l'on voit ici, qui ont certainement leurs propres petites compétences asymétriques. Et puis ensuite, on a toute carte de survivants, donc tout un tas de cartes avec un gameplay très tactique, avec les différentes vitesses d'application des effets, etc. Les tokens pour les survivants, les petits plateaux individuels, etc., etc. Ensuite, les miniatures de monstres avec les petits guêpes, les beetles, les imps, les lémuriens, etc., etc. Tout un tas de monstres que vous retrouvez d'ailleurs en introduction de la page de campagne. Vous avez une petite vidéo qui vous présente un petit peu le projet. Pas de manière hyper précise d'ailleurs, mais bon, c'est pour donner une impression globale. Ensuite, les cartes de boss avec le Stone Titan, le Imp Overlord, etc., etc. Ensuite, on a l'extension Survivors of the Void qui vient ajouter de nouveaux personnages. Est-ce que c'est des nouveaux héros que l'on pourra contrôler, ou est-ce que c'est des ennemis? Ouais, je pense que c'est des héros qu'on pourra incarner. Et ensuite, il y a des nouveaux monstres également, je pense, avec de nouvelles cartes, donc encore plus de rejouabilité, bien sûr, c'est le principe de l'extension. Même chose pour Seekers of the Storm, avec encore une fois deux nouveaux personnages, Seeker et Chef. Le chef est plutôt très classe pour le coup, avec de nouvelles cartes de Survivor bien sûr, les petits plateaux individuels, les nouveaux adversaires également, avec Grandparent, Child et False Son. Ça a l'air d'être assez perché thématiquement parlant pour le coup. Je connais pas l'univers de jeu d'origine, mais... alors qu'est-ce que c'est que ce Gup Containment pour le coup? Ça, j'avais vu ça dans les uns des pledges. Gup Boss, c'est juste une miniature de boss. J'avais l'impression que ça pouvait s'ouvrir, qu'on mettrait des trucs dedans, je sais pas. En plus c'est marqué Containment, donc ça pourrait être un truc dans lequel on peut ranger des choses, mais j'ai pas l'impression en réalité. Bref, je sais pas exactement, c'est juste un boss je crois. Apparemment c'est juste un boss. Et sinon on a le pack de miniatures pour les différents boss avec le Stone Titan, le Imp Overlord, etc. etc. La déluxification avec les pièces de métal, j'ai déjà mentionné tout à l'heure, donc je vais pas m'apesantir dessus plus que ça. Et puis du coup on va pouvoir passer directement au shipping. Shipping pour le Canada de 30 à 48, ça dépendra du niveau de pledge et peut-être de la zone, de la région dans laquelle vous habitez au Canada, je pense. Pour l'Union Européenne, 19 jusqu'à potentiellement 40 en fonction du pledge. Pour nos amis suisses, c'est peut-être 22 jusqu'à 48, j'imagine. Quoique, peut-être plus. Et puis nous qui sommes en Asia, ça doit être ici, je pense. Donc 22 jusqu'à 49 dollars de frais de port pour donc Risk of Rain, adaptation du jeu vidéo du même nom. 2000 contributeurs, 360 000 euros d'engrangés pour Risk of Rain. Nouvelle édition pour Camp Grizzly. Du coup, c'est un jeu qui était quand même assez connu pour ce qui est des jeux de survie avec un serial killer à nos trousses, etc. Et qui connaît une campagne de réimpression, on va dire, pour une seconde édition de Camp Grizzly. 2850 contributeurs déjà, 190 000 euros d'engrangés, donc c'est plutôt un beau succès d'entrée de jeu. 27 jours avant la fin de la campagne, c'est le 5e projet de Trick or Treat Studios. Bon, le nom l'indique, mais c'est un jeu, c'est un éditeur très centré sur les thématiques, un peu morbide, un petit peu Halloween, on va dire. D'ailleurs, ils avaient fait une peluche, je crois, pas une peluche, mais une poupée de Chucky à l'origine en 2018. Ensuite, ils avaient fait les Seed of Chucky Replica, donc une réplique de Chucky aussi. Et ensuite seulement, en 2024, ils s'étaient lancés dans la création de jeux avec House of the Thousand Corpses de Rob Zombie, inspiré par Rob Zombie, avant de pondre un truc beaucoup plus classique, LA1 Cyber Noir Detective Board Game.
dont on avait parlé aussi sur le menu crowdfunding. Assez loin de leur précédente thématique, on va dire. Et là, ils reviennent dans un truc plus horrifique, on va dire, avec Camp Grizzly, qui pour l'instant, donc pour cette seconde édition, fait encore un très beau succès. Bon, après, pour le reste, c'est un peu la même chose que lors de sa première édition, bien évidemment. On est sur un jeu de survie avec du serial killer, etc. Un petit peu gore, un petit peu teen movie, un petit peu darkos, on va dire. C'est pour 1 à 6 joueurs, pour 17 ans et plus, parce que thématiquement, bon voilà, ça va saigner, quoi. Hein. Ça va trancher. Encore une référence à un film un peu vieillot maintenant, mais que j'adore toujours autant. Et c'est pour des parties de 60 à 90 minutes. Le tout se passe en 1979, dans le terrain de camping de Grizzly, on va dire. C'est la saison de la chasse également, la saison de la chasse aux teenagers qui vont se faire trancher dans tous les sens par un tueur en série. Vous vous en doutez, ça reste très classique thématiquement parlant, il n'y a pas de surprise, j'ai envie de dire, de ce point de vue-là. Mais là, donc, vous aurez besoin de travailler tous ensemble, enfin, travailler c'est un bien grand mot, mais de coopérer tous ensemble pour espérer vous en sortir en explorant le terrain de camping, en y trouvant différents types d'armes pour mieux vous défendre, pour justement survivre tous ensemble, ou à minima vous-même, face à ce qui cherche à mettre fin à vos jours, bien évidemment. Donc vous l'aurez compris, Camp Grizzly, c'est un jeu coopératif, ou pas. C'est un jeu semi-coopératif en réalité, qui vous permettra de vivre apparemment une expérience différente à chaque partie. Alors, mais pourquoi est-ce que c'est semi-coopératif, me direz-vous? Eh bien, c'est un petit peu expliqué ici, un jeu semi-coopératif de survie pour 1 à 6 joueurs, dans lequel vous et votre groupe allez jouer le rôle de campeurs, on va dire, ou de camp counselors, des conseillers, on va dire, du terrain de camping, qui sont actuellement stockés, qui sont poursuivis par Otis, un serial killer complètement taré qui porte un masque d'ours. Et pour l'emporter, vous allez devoir collecter tout un set d'objectifs à déclencher, tout en survivant bien évidemment face aux tueurs. Et pour l'emporter, eh bien, vous allez devoir collecter quelques différents objectifs que vous allez devoir déclencher tout en survivant face à votre opposant. Le tout parmi 4 différents grands finales, on va dire quelques grands scènes finales potentielles, il y en aura 4 apparemment. Et donc au cours de la partie, vous allez nous trouver des items, des armes pour survivre et affronter votre poursuivant bien sûr, rencontrer des PNJ, donc des personnages non joueurs, avoir des petits twists de scénario qui vont renverser le cours de la partie parfois, rencontrer des campeurs errants qui seront aussi en besoin de votre aide parfois. Il y a pas mal de petits easter eggs également. Bon, ceci étant dit, on ne sait toujours pas pourquoi c'est semi-coopératif et pas juste coopératif. Bon, continuons. On va se préparer, on va choisir un scénario, installer le jeu, ensuite on va explorer le terrain de camping, trouver des items, des objectifs, des campeurs aussi qui auront besoin de vous. Ensuite, on va aussi faire des rencontres avec des caméos, donc des rencontres avec des PNJ, on va dire. Il y aura parfois des plot twists qui vont changer le cours de la partie, ok, fight or panic. Donc Otis, le tueur en série qui va vous poursuivre, va aussi vous poursuivre. S'il s'approche trop de vous, il va tenter de vous frapper, et pardon, de vous tuer. Est-ce que c'est semi-coopératif parce que quelqu'un va pouvoir incarner Otis? Peut-être, je ne sais pas exactement. Ensuite, The Finale. Si vous réussissez à compléter les différents objectifs qui sont les vôtres au cours de la partie, vous allez pouvoir éventuellement affronter Otis dans le combat final apparemment. Il y aura forcément une confrontation finale. Ok, dans un des 4 lieux qui pourront accueillir ce dernier combat épique. Mais on ne sait toujours pas exactement pourquoi c'est semi-coop. Donc j'imagine que quelqu'un peut incarner Otis. Pour ceux qui ont déjà joué à Camp Grizzly, jeu d'origine, vous me direz éventuellement si vous êtes au courant ou pas pour l'instant. Ou alors est-ce que ça veut dire que tout le monde ne survivra pas, mais que si un joueur survit, il est considéré comme étant vainqueur et l'autre perdant? Je ne sais pas exactement. Les pledge levels. Camp Grizzly, 60 $, pardon, 60$ pour le jeu de base et 7 extensions. J'étais passé à travers cette information. 7 extensions dans le jeu de base. Ok, très bien. Ensuite, à 79$, on a le Pledge Limited
qui vient ajouter des composants upgradés, donc un petit peu de deluxification on va dire, mais c'est une... ce sera en quantité peut-être pas limitée, mais en tout cas ce sera limité à cette campagne Kickstarter, j'ai l'impression, mais c'est pas précisé non plus, donc en même temps, bon, ce sera peut-être pas en boutique en tout cas, on verra. Ensuite, est-ce qu'il y a vraiment beaucoup d'autres choses à présenter? J'ai pas trop l'impression, mais est-ce que brièvement on peut voir si quelqu'un peut incarner Otis, donc le tueur? Il y a un Otis standing, mais ça veut pas nécessairement dire que quelqu'un l'incarne pour autant. Honnêtement, je sais pas. Qu'est-ce qui fait que ce jeu est un semi-coop? Je sais pas. Honnêtement, je sais pas. Vous me direz éventuellement si vous êtes au courant, ou si vous avez vu quelque chose que j'ai raté éventuellement. Pour ce qui est de la version deluxifiée, quelle est la différence avec les fameux component upgrades? D'abord, tout ce qui est Stanleys qu'on a vu tout à l'heure en carton, ce sera désormais en acrylique. Donc les Stanleys en acrylique, c'est quand même bien plus agréable à l'œil, c'est vrai. Même chose pour Otis, d'ailleurs, il aura aussi son petit Stanleys en acrylique. Il y aura aussi un marqueur en bois plutôt qu'en carton, j'imagine. On aura du spot UV sur la boîte, un petit peu un effet de surbrillance, on va dire, c'est un peu classe, ok, bon, on s'en fout un peu. Ensuite, les petits plateaux de personnages seront remplacés with chipboard, donc du carton plutôt qu'une sorte de fiche en papier souple, je l'imagine en tout cas. Je pense que c'est ça. J'ai pas checké en détail les composants, mais je pense que c'est ça. Regardons les composants de base ici. Cards, ouais c'est cards, donc à mon avis c'est juste du papier souple peut-être. Et sera remplacé par par du chipboard, donc par du carton plus solide j'ai l'impression. Ok, et puis ma foi, on va passer maintenant aux frais de port. Pour le Canada, c'est 22 $. Pour l'Union Européenne, c'est 42 $. Ouf. Ok. C'est Otis, le tueur en série, qui s'occupe des frais de port, visiblement pour l'Union Européenne. C'est pas très friendly, ça, pour l'Union Européenne. Et pour ce qui est de APAC, donc la zone où j'habite moi-même, c'est 55 $, c'est encore pire pour les frais de port. Donc c'est vraiment plutôt centré sur l'Amérique du Nord, j'ai l'impression, hein, pour le coup. Voilà ce que je pourrais vous dire pour Camp Grizzly, seconde édition du jeu, 2850 contributeurs, 190 € d'engrangés, 27 jours avant la fin de la campagne. Et une fois n'est pas coutume, cette semaine encore, on nous propose un jeu avec des chats, parce que les chats c'est mignon, les chats ça vend des boîtes de jeux. En tout cas c'est ce que semblent penser beaucoup d'éditeurs qui se lancent avec des jeux à thématique de chatons tout mignons. Et cette fois-ci c'est Sky Scratchers, qui est pas facile à prononcer, mais qui pour le coup semble être un jeu assez sympa, pour lequel j'aurais peut-être plus d'avis positifs que bien d'autres jeux qui présentent des petits chatons comme argument de vente principal. Bon, je suis un petit peu mauvaise langue pour être tout à fait honnête, mais c'est vrai que c'est une thématique qui est un petit peu trop souvent usitée peut-être, et là pour le coup je trouve que Sky Scratchers est plutôt charmant. C'est un jeu qui se veut en plus assez original, mais en même temps Even Cats, qui est derrière Very Special Games, le nom de l'éditeur c'est Very Special Games, et pour le coup c'est bien nommé parce qu'il propose souvent des jeux assez originaux. Alors parfois il y a des jeux d'ambiance, enfin, je dis parfois, en réalité c'est assez souvent, c'est principalement Charity Party, Pants of Anarchy, qu'est-ce qu'il y a encore, Open Relationships, donc c'est souvent des jeux d'ambiance avec des combinaisons de mots, etc. C'était vraiment pas du tout ma cam. En revanche, il avait aussi proposé l'année dernière Bloom Chasers, qui visuellement était vraiment très très cool, et c'est un jeu dans lequel on allait construire notre arbre et le faire fleurir, et vraiment ça avait beaucoup de charme visuellement parlant, un aspect 3D avec une allure finale de votre arbre qui était différente à chaque partie, qui pouvait donner un aspect assez sympa. J'imagine que quand on est dans un café-jeu et qu'on voit quelqu'un qui joue à ça à côté, ça évoque un petit peu de curiosité, j'imagine. Et bref, cette fois-ci, il s'oriente vers un jeu plus classique, tout en étant très original quand même malgré tout. On est sur un jeu qui est fondamentalement un jeu abstrait, avec Sky Scratchers, mais avec une thématique très mignonne qui colle bien visiblement quand même au mécanisme, on va dire, dans le sens où on va avoir 3 chats de notre couleur, et on va devoir les faire grimper au sommet d'une tour d'immeuble, on va dire, jusqu'au penthouse, donc on va dire l'étage final de l'immeuble, sur une fenêtre de sa couleur.
Et du coup, on va avoir donc chacun 3 chats et plein de petites cartes. On va pouvoir choisir de grimper progressivement sans trop prendre de risques ou entreprendre des mouvements bien plus risqués mais plus rapides pour notre ascension vers le sommet de la tour. On va pouvoir gêner nos adversaires, etc. Le tout pour être le premier à rejoindre le sommet de l'immeuble avec un chat de notre couleur sur une fenêtre de sa couleur. Et ça va être assez sympa. Fondamentalement, ça pourrait être un jeu très abstrait, mais ça marche plutôt bien avec la thématique des chats qui veulent grimper, qui veulent retrouver leur petit appartement cosy, etc. C'est plutôt charmant. 1210 contributeurs pour l'instant se sont rués sur le projet, 66 000 € d'engrangés sont donc largement financés, 28 jours avant la fin de la campagne. Et donc on est sur un jeu, vous l'aurez déjà imaginé avec les petits chats qu'on voit ici, un jeu magnétique en 3D, hein. On va voir donc cette tour d'immeuble, en fait c'est la boîte du jeu, qui va être en plus de ça différente à chaque partie, puisqu'en fait on a différentes petites réglettes, chaque étage est une petite réglette magnétique qu'on va pouvoir poser dans une position un petit peu différente à chaque partie pour avoir des étages différents d'une partie à l'autre, et en fonction de l'agencement de la tour, on va donc essayer de faire progresser nos chats vers le sommet. C'est pour 2 à 4 joueurs, c'est pour 8 ans et plus, et c'est pour des parties d'environ 30 minutes, sachant que le jeu est expliqué en l'espace de 2 minutes, c'est extrêmement facile à prendre en main, et ça a beaucoup de charme visuellement, ça donne envie d'être joué, et en plus ça va être relativement thinky. Ça quand même pousse à la réflexion, même si le jeu est extrêmement simple, ça semble être assez tactique malgré tout, et il semble y avoir quand même pas mal d'interactions, de manière d'aller gêner nos adversaires autour de la table. Donc il y a quand même pas mal de charme dans ce petit Sky Scratcher, c'est pas facile à prononcer décidément. Quoi qu'il en soit, le jeu de base est à 30 $, le jeu de base plus l'extension Penthouse of Peril est à 45 $ avec des immeubles encore plus grands, des cartes encore plus grande quantité on va dire, et puis des fenêtres auxquelles on pourra aussi apercevoir des chiens qui effrayeront vos chats, et puis il y aura aussi des chats de gouttière effrayants apparemment. Ensuite à 60 $, on aura une version exclusive à Kickstarter qui ajoutera une extension avec des cartes en premium, avec une boîte avec un effet holographique dessus, des chats pré-peints, donc les petites miniatures magnétiques pré-peintes, et puis aussi un petit comic book avec du lore dedans. Voilà. Et ma foi, j'ai pas grand chose de plus à dire. Vous voyez un petit peu quelques illustrations avec les petites réglettes que l'on va coller sur la boîte pour construire un peu le plateau, on va dire, de jeu de cette partie actuelle. Ensuite, on va pouvoir jouer donc différentes cartes qui vont nous permettre de évoluer sur le petit labyrinthe de fenêtres qui nous est offert au cours de cette partie, qui va pouvoir aussi nous permettre de mettre des bâtons dans les roues d'autres adversaires, par exemple, les faisant ainsi tomber. Lorsqu'un chat tombe, il tombe jusqu'à la prochaine fenêtre dans la colonne qui est de la même couleur que le chat en question. Donc là, par exemple, le chat de rose va retomber ici parce que c'est une fenêtre rose, quoi, par exemple. Voilà. Il n'y a pas grand chose de plus à dire, c'est très mignon, visuellement en plus ça prend bien, les petits chats sont très mignons aussi, et pour le coup c'est vrai que c'est rare que un jeu avec des petits chatons me semble sympa. Là pour le coup j'ai envie de dire que ouais, Sky Scratchers ça peut être un jeu assez sympa, très facile à enseigner, reste que les cartes, il y a un petit peu de texte en anglais, donc ça c'est un petit peu plus chiant éventuellement parce qu'il n'y a pas de version française pour l'instant, parce que sinon ça en faisait un jeu très accessible, très facile à sortir. Avec la petite extension donc, que j'ai mentionné tout à l'heure, un Penthouse of Peril, avec les chiens effrayants que l'on voit ici, et l'extension de l'immeuble, pour qu'il soit encore plus grand, des parties un poil plus longues aussi j'imagine, avec le Scary Dog Obstacles, avec le Stray Cat, le chat de gouttière qui pourra aussi effrayer vos chatons, des nouvelles cartes de stratégie bien évidemment. Donc ouais, ça a l'air d'être assez cool, ça présente plutôt bien, j'imagine que encore une fois, quand c'est sur la table dans un café-jeu, on a envie de regarder un petit peu ce qui se passe et on se demande un petit peu de quel genre de jeu il s'agit. Ça peut être assez cool, ça peut être assez vendeur, j'ai envie de dire. Voilà donc pour Sky Scratchers, et rapidement pour le shipping, pour l'Union Européenne c'est 18 $, pour le Canada c'est 5 $, très abordable, et puis pour nous qui sommes au Japon c'est 23 $ de frais de port pour Sky Scratchers. Et ma foi, eh bien c'est tout pour le menu crowdfunding de cette semaine, enregistrement de 1h27, avec un petit peu de montage, on devrait taper les 1h15, ça reste relativement court, mais vous en convenez, cette semaine, il y a quand même pas mal de projets, mine de rien, assez intéressants. Donc j'attends en commentaire vos retours, lesquels parmi ces projets vous auront intéressé, vous auront intrigué, vous auront fait rire potentiellement, que sais-je encore. En tout cas, j'attends bien sûr vos retours en commentaire, comme chaque semaine, vous savez que généralement, sauf
cas d'oubli, comme ça peut arriver parfois, je réponds absolument à tout le monde. On se retrouve très prochainement sur la chaîne. N'hésitez pas aussi à aller voir la vidéo que j'ai publiée vendredi. Ça fait bizarre de le dire parce que je suis vendredi quand je m'enregistre et elle va être publiée ce soir en réalité, mais bon, ça c'est une question de timeline, un petit peu les différentes temporalités de YouTube. La vidéo de Pourboire et Déboire, donc les entrées et les sorties de ma ludothèque pour juin-juillet que je viens de publier. Et puis également, mercredi ou mardi, je sais pas encore, Xavier et moi, on va aussi publier une vidéo sur une réactualisation de nos piles de la honte de 2025. Chaque année, on fera une vidéo pile de la honte, ces jeux qu'on n'a pas encore sortis, et qui nous taraudent et qu'on pense même parfois à revendre. Donc ça aussi, ce sera une vidéo, je pense, assez fun à regarder. D'ici là, je vous souhaite bien évidemment de profiter de la vie, de votre fin de week-end, de votre semaine ou que sais-je encore. Jouez bien, portez-vous bien, et à la prochaine.